Tandis qu'une brise d'automne fraîche balayait les rues de Chicago, les feuilles dorées tombaient des érables majestueux, recouvrant les trottoirs d'un doux bruissement. Elizabeth Collins arpentait ces sentiers jonchés de feuilles d'un pas mesuré, la fatigue gravée dans la courbe de ses épaules. Pourtant, à l'idée de sa fille qui l'attendait à la maison, son allure s'éclaircit, comme réchauffée de l'intérieur. En s'arrêtant devant leur modeste maison à 2 étages dans la banlieue tranquille, elle perçut le léger cliquetis des casseroles et des poêles qui s'échappaient par une fenêtre ouverte. Michael devait déjà être au travail dans la cuisine. À l'intérieur, l'odeur de la sauce tomate frémissante l'accueillit. Michael, son mari depuis 2 ans et le fidèle beau-père d'Emma, leva les yeux de sa casserole fumante. Les manches de sa chemise cintrée étaient soigneusement retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras puissants qui se contractaient sous ses mouvements. Il lui offrit un sourire accueillant, un sourire qui la rassurait toujours. « Tu es rentré ?» dit-il d'une voix douce et inquiète. « Ta réunion a duré longtemps ?» Elizabeth retira son sac d'un haussement d'épaule. « Un peu » admit-elle en lissant une mèche rebelle derrière son oreille. Le dossier Henderson a pris plus de temps que prévu. « Où est Emma ?» demanda-t-il en s'essuyant les mains sur une serviette. « Dans sa chambre » répondit Elizabeth. Elle avait du temps d'études supplémentaires à la bibliothèque. L'ambition de sa fille la rendait fière, mais elle craignait que les longues soirées n'épuisent Emma. En montant l'escalier, Elizabeth s'arrêta devant la porte de la chambre d'Emma. Elle frappa une fois, doucement. « Emma ? Je suis rentrée. »« Salut, maman » répondit-elle doucement. Se détournant de son bureau, Emma, 12 ans, lui adressa un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Une mèche de cheveux châtains égarés lui tombait sur le front, sous laquelle se dessinaient les ombres de l'épuisement. Depuis qu'Emma était entrée au collège, Elizabeth avait remarqué de subtils changements dans le comportement de sa fille, un regard distant, un soupir impatient, un repli muet. Elle avait mis cela sur le compte de l'adolescence ou une douleur inévitable entre l'enfance et l'âge adulte. Pourtant, toute mère sait quand quelque chose de plus profond se cache sous la surface. La vie d'Elizabeth avait été bouleversée par une perte. 3 ans plus tôt, son premier mari, David, avait péri dans un accident de la route. Restée seule avec Emma, 9 ans, elle avait assumé les 2 rôles parentaux, le cœur perpétuellement à moitié vide. La stabilité était revenue lorsqu'elle avait rencontré Michael lors d'une formation en entreprise, sa douce intelligence et sa gentillesse indéfectible envers Emma avaient réparé les fissures dans leur vie. Au fil des rires partagés et des conversations encourageantes, leur lien s'était renforcé, culminant de printemps plus tôt par des vœux de mariage murmurés sous les cornouillers en bourgeon. Ce partenariat avait renforcé l'univers d'Elizabeth. Michael assistait aux réunions parents-professeurs avec un intérêt sincère, allégeait les tâches ménagères sans qu'on le lui demande et accordait à Emma une présence constante qui lui redonnait peu à peu le sourire. Pourtant, ces derniers temps, la chaleur qui imprégnait autrefois leur foyer semblait vaciller. Le dîner se déroula dans un silence presque total. Emma piquait ses pâtes, sa fourchette piquant les nouilles au lieu de les faire tournoyer. Michael croisa le regard d'Elizabeth par-dessus la table et lui lança un regard compatissant. Ils se retirèrent ensuite dans leur chambre, à voix basse. « J'ai l'impression qu'elle s'éloigne » avoua Elizabeth, la tête entre les mains. Elle nous adresse à peine la parole ces derniers temps. Michael tendit la main par-dessus la commode et lui prit la main. Son pouce traça des cercles rassurants. Chacun grandit à son rythme, lui rappela-t-il. Tu te souviens quand tu avais son âge? Je suis sûr qu'elle a juste besoin de temps, et d'un peu d'espace. Dans les semaines qui suivirent, la tension sous-jacente s'intensifia. Un samedi, au petit déjeuner, Emma murmura « J'ai vraiment mal au cou ». Elle se toucha la nuque comme pour repousser un poids invisible. « Tu as mal dormi ?» demanda Michael en posant sa tasse. « Peut-être. » La voix d'Emma était tendue, comme si chaque mot lui coûtait un effort. « C'est une douleur sourde. » Elizabeth échangea un regard avec Michael. Ils décidèrent de la surveiller. Mais la douleur matinale laissa place à la léthargie de l'après-midi. Emma rentra de l'école sans son bavardage habituel, se glissant silencieusement dans sa chambre. Un soir, découvrant Emma endormie à son bureau, ses manuels fermés à côté d'elle, Elizabeth sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Elle frappa à la porte. « Emma, tes devoirs sont faits ?» « Pas encore » répondit-elle d'un ton creux. Le regard d'Emma se posa sur le plafond, empli d'une résignation lasse qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Je suis juste fatiguée. »« Ça va » s'aventura Elizabeth en entrant. Elle posa tendrement une main sur le front d'Emma, pas de fièvre.
Emma recula légèrement, mais ne donna aucune autre explication. Ce lundi-là, tandis qu'Elisabeth étudiait des contrats sous la lumière crue des néons du bureau, son téléphone vibra. L'écran affichait « Lincoln Middle School ». Le cœur battant, elle répondit. Monsieur Johnson, le professeur principal d'Emma, s'exprima avec une courtoisie mesurée. Madame Collins, Emma s'assoupit en classe, rapporta Théil. Nous avons remarqué qu'elle s'endort et qu'elle a du mal à se réveiller quand on l'appelle. Ses notes ont également baissé. Le monde d'Elisabeth bascula. Elle promit de venir chercher Emma et se précipita chez elle, l'esprit tournoyant sous la peur des soucis nocturnes ou des problèmes non résolus. À la maison, elle fouilla la chambre d'Emma à la recherche d'indices au tiroir, placard, même sous le lit et ne trouva rien d'extraordinaire, à l'exception d'une petite lampe de poche cachée près de l'oreiller. Pas de manuels scolaires éparpillés, pas de journaux intimes laissés ouverts. Juste un mystère silencieux et non énoncé. Ce week-end-là, ils ont consulté le docteur Wilson, leur pédiatre de confiance. L'examen n'a révélé aucune cause physique. Les tensions musculaires dues au stress peuvent se manifester par des douleurs cervicales, a expliqué le docteur Wilson, les sourcils froncés, pensifs. A-t-il eu des changements majeurs récemment? Elisabeth a fait part de ses inquiétudes concernant l'humeur d'Emma et la dynamique familiale. Le médecin a acquiescé. Les adolescents sont sensibles aux changements émotionnels. Le stress psychologique se manifeste souvent physiquement. Continuez à lui parler, parfois, le simple fait de savoir que quelqu'un se soucie d'elle fait toute la différence. En rentrant chez elle, Elisabeth aborda le sujet avec douceur. Le médecin pense que le stress pourrait être à l'origine de la douleur. Te sens-tu sous pression, ma puce? Emma regarda par la fenêtre, le soleil dansant dans ses cheveux. Finalement, d'une voix si douce qu'elle tremblait, elle avoua, tout le monde pense que nous sommes parfaits maintenant, que la gentillesse de Michael a tout arrangé. Mais je ne me sens pas parfaite. Je ne sais pas où est ma place. Et je ne voulais pas te blesser en le disant. La poitrine d'Elisabeth se serra lorsqu'elle tendit la main pour serrer celle d'Emma. À cet instant, elle comprit, la guérison n'est pas une ligne d'arrivée, mais un cheminement, et chaque chapitre, même les plus douloureux, méritait d'être partagé ensemble. Elisabeth guida la voiture sur le bas-côté et serra aussitôt sa fille dans ses bras. Emma, chacun de tes sentiments compte pour moi. Te voir souffrir me fait bien plus mal que de ressentir moi-même de la tristesse. Emma pleurait en silence contre l'épaule de sa mère, le corps tremblant d'une détresse inexprimée. Pourtant, même dans les bras de sa mère, elle ne trouvait pas les mots pour décrire la douleur qui la rongeait. Plus tard dans la soirée, Michael leva les yeux de son assiette, l'inquiétude se lisant sur son visage. Comment s'est passé le rendez-vous chez le médecin aujourd'hui? Physiquement, Emma va bien, répondit Elisabeth en lissant une mèche de cheveux qui tombait sur la joue de sa fille. Mais émotionnellement, elle est très stressée. Un profond soupir s'échappa des lèvres de Michael, qui se passa la main dans les cheveux. J'ai peur que ce soit ma faute. J'ai été débordé ces derniers temps, et je n'ai pas passé assez de temps à lui parler. Elisabeth lui lança un regard rassurant. Son humilité lui rappela pourquoi elle lui faisait confiance, mais elle savait aussi que quelque chose de plus profond était en jeu, quelque chose qui avait plongé Emma dans un silence qu'aucun d'eux ne pouvait percer. Le lendemain matin, Emma se réveilla en se plaignant d'une douleur lancinante au cou. C'est pire qu'hier, maman, gémit-elle. J'arrive à peine à tourner la tête, et me laver les cheveux est une torture. Elisabeth remarqua que les cheveux d'Emma étaient devenus longs, leur poids oscillant à chaque mouvement douloureux. J'ai une idée, dit-elle doucement. Allons au salon rose ce samedi. Jennifer peut te faire une coupe qui ne te fera pas mal au cou. Emma acquiesça d'un petit signe de tête hésitant. Le samedi, la brise d'octobre apportait une fraîcheur intense tandis qu'Elisabeth et Emma roulaient vers le centre-ville, en direction de la boutique chaleureuse nichée au milieu des façades de briques délabrées. Des feuilles mortes tourbillonnaient autour des passants blottis dans leurs manteaux. Ça fait une éternité depuis notre dernière visite, remarqua Elisabeth en jetant un coup d'œil à sa fille. Emma était assise tranquillement sur le siège passager, son impatience habituelle remplacée par une mélancolie lointaine. Le salon rose était un havre de paix, baigné d'une douce lumière et d'un parfum réconfortant de lavande. Jennifer se leva de derrière le comptoir, un sourire radieux. Emma, tes cheveux sont magnifiques, et ils sont si longs. Bonjour Jennifer, salua Elisabeth en serrant son amie dans ses bras. Nous avons besoin de ton expertise aujourd'hui.
Jennifer fronça les sourcils d'inquiétude lorsqu'Emma grimaça en s'installant dans le fauteuil. Dis-moi ce que tu veux, ma chérie. Je les veux très courts, murmura Emma d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Les sourcils d'Elisabeth se haussèrent de surprise. Sa fille avait toujours tenu à ses longs cheveux. Tu es sûr? Ils ont tellement bien poussé. Jennifer s'agenouilla près d'Emma et la regarda dans les yeux. Si tu es sûre, ma chérie, mais d'abord, on va te laver les cheveux. Tandis que l'eau chaude coulait, Jennifer entretenait une conversation douce. Comment se passe le collège? As-tu de nouveaux amis? Les réponses d'Emma furent sèches. Jennifer orienta ensuite la conversation vers la famille. Et ton père, il fait un bon marchand de glace? Les épaules d'Emma se raidirent à l'évocation de Michael, et son silence en dit long. De retour au fauteuil de coiffure, Jennifer leva ses ciseaux. À chaque coup de ciseau, les cheveux d'Emma tombaient jusqu'à ne laisser que des mèches mi-longues. Jennifer ramassa les cheveux restants sur la nuque d'Emma et marqua une pause. Elle posa ses ciseaux et murmura à Elisabeth, « Viens ici, s'il te plaît. » Dans le reflet du miroir, Elisabeth vit ce que Jennifer avait immédiatement reconnu, un amas d'échymoses et de légères griffures cachées sous la racine des cheveux d'Emma. Certaines échymoses étaient anciennes et d'un jaune pâle, d'autres récentes et gonflées. De fines lignes tremblantes laissaient deviner des griffures d'ongles. Elisabeth sentit son sang se glacer. Elle croisa le regard d'Emma dans le miroir, les yeux de sa fille remplis de larmes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en s'agenouillant à côté d'elle. Emma recula d'un pas. « Maman, s'il te plaît, ne. » La voix d'Emma tremblait. « Si je le dis, ça va empirer. » Jennifer posa doucement une main sur le bras d'Elisabeth. « Nous sommes en sécurité. » Se tournant vers Emma, la voix d'Elisabeth s'adoucit, mais se raffermit. « Je suis ta mère. Je te protégerai de tout. » Les larmes d'Emma coulèrent et elle murmura enfin le nom qui bouleversa le monde d'Elisabeth. Michel. Le temps s'arrêta pour Elisabeth, le cœur saisi d'horreur. Depuis quand? Environ 6 mois, parvint à dire Emma d'une voix à peine audible. Au début, ce n'était que des mots, il disait que je gênais. Mais les soirs où tu travaillais tard, il entrait, il me prenait par le cou et me prévenait de ne rien te dire, sinon il te ferait la même chose. Emma sanglota dans les bras de sa mère, le poids de son secret enfin libéré. Jennifer examina doucement les bleus. Ma chérie, c'est Marc, celui qui a fait ça voulait les cacher. Tu as bien fait de nous le dire. Se tournant vers Elisabeth, Jennifer parla d'un ton calme mais pressant. Le commissariat n'est qu'à 3 pâtés de maison. Je viens avec toi, dit Elisabeth en enveloppant Emma dans son manteau. Elle serra la main de sa fille. Promis, c'est fini maintenant. Jennifer prit une photo des blessures d'Emma comme preuve, puis les conduisit dehors dans la faible lumière de l'après-midi. Côte à côte, Elisabeth et Emma se dirigèrent vers l'unité de protection de l'enfance de la police de Chicago. La prise d'Emma sur la main de sa mère se resserrait à chaque pas, mais une nouvelle lueur de soulagement brillait dans ses yeux. Devant les lourdes portes du poste, Emma marqua une pause, puis prit une profonde inspiration. « Je suis prête, dit-elle doucement. » L'inspectrice Sarah Hartman, une spécialiste réputée pour sa douceur, les conduisit dans une salle d'interrogatoire silencieuse. Après quelques mots chaleureux, Elisabeth entra dans une salle d'attente, laissant Emma au bon soin de Sarah. Alors que la porte se refermait, Emma s'autorisa un petit sourire plein d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle savait qu'elle n'était pas seule et que la vérité, enfin révélée, lui apporterait la sécurité et la justice qu'elle méritait. 1 heure plus tard, Sarah entra dans la salle d'attente et trouva Elisabeth assise seule, l'air tendu. Le visage grave, Sarah s'installa dans le fauteuil à côté d'elle. D'après le récit d'Emma, commença-t-elle en choisissant ses mots avec soin, il ne fait aucun doute qu'il y a eu des abus. Mais la vérité est plus complexe que nous l'avions cru. Les sourcils d'Elisabeth se froncèrent. Comment ça, demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Sarah sortit ses notes et croisa le regard d'Elisabeth. Quand Michael Harrison a rejoint ta famille, il était attentionné et gentil. Pourtant, Emma nous a raconté qu'au printemps dernier, lorsque ta charge de travail s'est intensifiée et que tu as commencé à rester tard au bureau, Michael a commencé à changer. Ça a commencé par des avertissements subtils. Il coinçait Emma après le dîner et lui disait des choses comme « Ta mère se soucie plus de sa carrière que de nous. Tu es juste un obstacle. » La poitrine d'Elisabeth se serra. Elle se souvenait des longues nuits passées à travailler sur son nouveau projet,
des heures supplémentaires qui s'étiraient jusqu'au petit matin. Que s'est-il passé ensuite, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Ses mots devinrent plus sombres, continua Sarah. Les soirs où tu rentrais à 2 ou 3 heures du matin, Michael se glissait dans la chambre d'Emma. Il ouvrait la porte sans bruit, se glissait à son chevet et lui serrait le cou des 2 mains. Les dents serrées, il sifflait, si tu le dis à ta mère, elle subira le même sort la prochaine fois. Les larmes montèrent aux yeux d'Elisabeth. Michael avait utilisé la peur de sa fille et même la mort de son défunt père comme arme. Emma avait tenté de dissimuler ses ecchymoses en se pinçant et en se grattant la peau, craignant de révéler à quiconque ce qui s'était réellement passé. Et au-delà de ces attaques, demanda Elisabeth, la voix tremblante. Sarah pinça les lèvres. Physiquement, ça semble être le pire. Mais psychologiquement, les menaces de Michael ne faiblissaient jamais. Il disait à Emma qu'elle était une malédiction pour la famille, que son père était mort parce qu'elle avait porté malheur, que sans elle, vous pourriez enfin être heureux. Elisabeth laissa échapper un sanglot tremblant. Sarah se leva et posa une main ferme sur son épaule. Emma a fait preuve d'un courage incroyable pour endurer cela seule. Elle t'aime plus que tout. Il semble que les motivations de Michael étaient claires, il voulait des enfants avec toi, mais Emma s'est dressée entre lui et la famille qu'il imaginait. Elisabeth hocha lentement la tête. Elle se souvint des brèves allusions de Michael aux échecs des traitements de fertilité avec sa première femme. Il n'avait jamais caché sa déception, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela prendrait une telle tournure. « Je vais chez toi avec une collègue », dit Sarah en rassemblant ses papiers. On va interroger Michael et sécuriser la chambre d'Emma pour recueillir des preuves. 2 heures plus tard, Sarah a appelé. Michael Harrison est en garde à vue. Nous avons trouvé un petit magnétophone caché sous le lit d'Emma, ses menaces sont enregistrées dans sa propre voix. Lorsque nous l'avons réécouté, il a avoué. Nous avons également découvert une mine de messages abusifs qu'il avait envoyés à son ex-femme. Il a déjà avoué avoir eu des comportements similaires. Elisabeth poussa un soupir de soulagement, stupéfaite par la prévoyance d'Emma en sauvegardant ses enregistrements. Ça tiendra devant le tribunal, dit-elle d'une voix plus assurée. C'est le plan, répondit Sarah. Pour l'instant, Emma et toi devriez vous reposer en sécurité. Ce soir-là, mère et fille se blottirent l'une contre l'autre dans une chambre d'hôtel près de la gare. Sur le lit étroit, Elisabeth prit la main d'Emma. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça, murmura-t-elle. Ce n'était pas ta faute, répondit doucement Emma. Pour la première fois depuis des mois, son visage était calme. Elles discutèrent tard dans la nuit, comment Emma avait d'abord cru que Michael tenait vraiment à elle, comment ses compliments sur l'ambition de sa mère l'avaient autrefois rendue fière, et comment la terreur qui régnait dans sa propre chambre l'avait privée de sommeil. Emma avoua s'être assoupie en classe pour compenser, déterminée à ne pas inquiéter ses professeurs. L'après-midi suivant, Sarah est revenue avec une autre pièce du puzzle, Jessica Harrison, l'ex-femme de Michael, s'était manifestée. Elle a décrit son propre calvaire, une cruauté implacable après l'échec de ses traitements de fertilité, la rendant responsable de son infertilité et dénonçant sa valeur en tant que femme et mère. Ces menaces, a-t-elle dit, ont fini par ruiner leur mariage. Je suis vraiment désolée que tu lui aies fait confiance, murmura Elisabeth. Tu as fait exactement ce que n'importe quelle mère aurait fait, la rassura Sarah. Les gens comme Michael peuvent être charmants au premier abord. L'important, c'est qu'Emma soit en sécurité et qu'il soit traduit en justice. Emma prit la parole, la voix résolue. Maman, on recommence quelque part. Juste toi et moi, fini les ombres. Elisabeth prit sa fille dans ses bras. Cette fois, nous allons construire quelque chose de concret. Dans les semaines qui ont suivi, ils se sont préparés au procès. Un détective privé a découvert des violences psychologiques récurrentes dans les relations passées de Michael. Une thérapie a révélé que la souffrance d'Emma avait commencé par de petites piques bien avant de devenir physique. Mais à chaque séance, Emma est devenue plus forte, apprenant à nommer sa peur et à trouver sa voie. 1 an plus tard, le tribunal condamna Michael Harrison à 8 ans de prison pour maltraitance et intimidation sur mineurs. Dans une salle d'audience austère, il se défendit en s'imposant comme un disciplinaire, mais les enregistrements d'Emma et ses 2 témoignages, le sien et celui de Jessica, ne laissèrent planer aucun doute. Derrière les barreaux, Michael fut ostracisé par ses codétenus qui connaissaient ses crimes. Quelques mois plus tard, une lettre de Jessica Harrison arriva, « Tu as été trompé, tout comme moi. Rien de tout cela n'était de ta faute. Il m'a fallu du temps pour comprendre qui il était vraiment.
Élisabeth serra la lettre contre son cœur, trouvant du réconfort dans la compréhension mutuelle. Sur les conseils de sa conseillère, Élisabeth et Emma commencèrent à échanger des journaux hebdomadaires, aucun sujet n'était trop banal, aucun sentiment trop secret. Dans les pages d'Emma, aujourd'hui, une amie a admiré ma coupe courte. L'espace d'un instant, je me suis sentie nouvelle. Élisabeth répondit, votre courage nous a sauvés toutes les deux. Être honnête, même imparfaite, est le plus beau des cadeaux. Ils emménagèrent dans un appartement ensoleillé qui, bien que plus petit que leur ancienne maison, semblait plein de possibilités. Sur le mur du salon, ils encadrèrent le dessin d'un grand arbre, dont les branches étaient couvertes de feuilles de papier sur lesquelles étaient inscrits des mots comme honnêteté, confiance, amour, courage. C'était leur promesse de partager chaque souci, aussi petit soit-il. Au fil du temps, les notes d'Emma remontèrent et elle trouva des amis qui l'écoutaient lorsqu'elle lui disait « Ne garde pas ça pour toi ». Élisabeth, consciente des moments perdus, réservait ses samedis matins à des promenades mère-fille et à des expériences culinaires. Un soir, après un repas simple, Emma leva les yeux et sourit. « Je crois que nous sommes vraiment une famille maintenant. »« Que veux-tu dire ?» demanda Élisabeth. « Avant, je sentais que je devais cacher mes peurs. Maintenant, je peux dire que je suis triste, et tu m'aimes toujours. » Élisabeth lui serra la main. C'est ça, le véritable amour, s'accepter tel que l'on est. Dans la douce lueur de ce nouveau foyer, ils découvrirent que la famille ne se définit pas par des façades parfaites, mais par le courage d'affronter ensemble chaque obscurité. Et ce courage devint le fondement de leur vie future.